bien en face du micro. À peu près à une main, mais bien en face. Merci beaucoup. Au revoir. Il va assurer pour la technique. Allez, au revoir. Moi je vous laisse. Moi j'en peux plus. Oh, ça se voit. Debout depuis 4h45. Maintenant je vais faire dodo. Chacun sa merde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, Jacqueline Voras sur Radio IDFM. Nous sommes mardi 10 mars et ensemble jusqu'à 10h30. Bienvenue au bar de l'économie, merci à nos auditeurs pour votre fidélité. Si vous souhaitez nous suivre en direct, rien de plus simple, vous avez le choix sur IDFM 98, en vidéo live sur Facebook page bar de l'économie ou en web radio sur idfm98.fr. Alors ce matin, élection municipale 2020 et sa dernière ligne droite avant le vote du premier tour dimanche prochain 15 mars. Conseil en immobilier locatif, bien-être et aromathérapie. Et pour en parler avec nous, Muriel Scollan. Bonjour Muriel. Bonjour. Muriel, vous êtes maire sortant à Deuil-la-Barre. Vous êtes investie sous quelle bannière? Alors, politique. Oui. J'ai pas de bannière politique. En fait, on est une addition de personnes, 37 colistiers, qui certains portent un soutien, mais moi-même, je ne suis pas encartée. Très bien, merci Muriel. Donc, vous briguez aujourd'hui un deuxième mandat. Vous êtes également vice-présidente du conseil départemental et vice-présidente de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Vous nous expliquerez pourquoi ce deuxième mandat et quelles en seront les priorités. Julien Bachard, bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous êtes également maire sortant pour la ville de Saint-Gratien, donc candidat à votre propre succession. Nous en parlerons plus longuement tout à l'heure pour une deuxième mandature. Et nous verrons ensemble pourquoi ce choix et les grands axes de votre programme. Jean-Claude Lebourg, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude, vous êtes fondateur et gérant depuis 2003 de Génip Conseil, un cabinet en conseil investissement immobilier locatif. Et avec vous, nous apprendrons comment se constituer un patrimoine qui produit des revenus substantiels. Et enfin, ma quatrième invitée, Annabelle Couvreur. Bonjour Annabelle. Annabelle, vous êtes fondatrice et dirigeante depuis 2018 de Belize Anna, une micro-entreprise dédiée au mieux-être. Et nous découvrirons avec vous également à travers quelles prestations ce mieux-être. Donc bienvenue à tous les quatre. Vers 9h45, notre expert en communication Étienne Barrier de Unique Production viendra nous présenter sa chronique « Remettre l'humain au centre de la stratégie de communication ». Mais en attendant, on reste ensemble et on se retrouve après un peu de musique. Vous êtes sur IDFM Radio Angoissette. Investi quoi? Nous, on a une liste locale qui s'appelle Union pour Saint-Gratien depuis. Il n'y a pas de parti. Mais on ne part pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai rien trouvé. Il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs. Enfin, il y a des gens qui sont adhérents de partis, mais dans plusieurs partis. Dans la liste. Donc, Oui, comme Muriel Scollan. Oui, aussi. Ah bah moi, ils me classent. Par contre, ils me classent LR. Sans avoir demandé. C'est compliqué, Mais c'est pas le choix. C'est à peu près ce qu'on a vu d'ailleurs. On devrait pouvoir choisir ce qu'on décide. Puis j'ai jamais mis aucun part, jamais revendiqué aucun soutien. Je vais même te dire, je n'ai jamais reçu le courrier de l'investiture à l'air, donc même pas. Le seul truc que j'ai reçu, c'est lui qui m'a envoyé un courrier comme quoi je l'avais. C'est vachement le bonheur. C'est le bonheur, personne ne Ah bah oui, mais c'est... J'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos. directement. Ah bah non, ça fait... Vous m'entendiez pas bien, c'est ça? Si, si, si. Oui, il faut vous approcher du micro. Parce que du coup, C'est important. Si vous voulez avoir de la présence de la radio. je sais pas. Non, mais du coup, vous me faisiez des gestes alors que Non, il faisais doit y avoir un truc. Je faisais ça. Ce truc, faut pas tomber quoi. Ouais, c'est ça. Des coups sur mon chef. Comment? Là, non, là, En fait, le truc s'allume derrière, c'est ça? ouais. En air, ça, ouais, d'accord. Ça me fait boucher.
peu ému en Emmaüs, mais Allez, viens. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, pas d'infos, mais une annonce pour vous préciser que un message concernant le salon Effervescence, un rendez-vous annuel des entreprises du Val d'Oise qui devait avoir lieu initialement le 31 mars et suite aux nouvelles directives du gouvernement d'interdire les rassemblements de 1000 personnes face à la propagation du Covid-19, le comité de ce salon Effervescence a décidé de le reporter au mardi 9 juin au même endroit, c'est-à-dire à l'hippodrome Enghien-Soisy. Nous redirons forcément cette info au cours des jours prochains. Alors, je vais donner la parole à nos deux candidats aujourd'hui présents, Muriel Scollan et Julien Bachard. Vous aurez chacun 15 minutes pour nous convaincre de voter pour vous. Donc, Muriel Scollan, je démarre avec vous l'entretien. Et juste avant de passer dans le vif de votre campagne, je me suis déjà posé la question si nous disions maire ou mairesse. Donc, je sais que vous avez un choix. Oui, alors moi, je souhaite qu'on m'appelle Madame le maire. D'accord. Parce que je considère que c'est une fonction et que Madame Scollan existe toujours. Oui. C'est toujours une femme, mais lorsqu'elle est en mairie, c'est Madame le maire. Voilà. Très bien, merci. Et alors, ce que je voulais dire, en écho à la Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu ce dimanche 8 mars, qui est une date symbolique qui est consacrée au combat des femmes et à la cause féminine, j'ai relevé qu'en France, il n'y avait que 15 à 20% de femmes qui sont mères, soit moins de 2 mères sur 10 qui est une femme. C'est une réalité, mais les choses vont changer, je Oui. pense. Et donc, sur Saint-Gratien, nous avions Madame Stage-Brignot. Oui, qui oui, était nous y reviendrons maire avec et qui Julien a même, Bachard. qui m'a devancée. Absolument, oui. Voilà. Et donc, nous ouvrons les portes pour que des prochaines puissent s'y installer. Oui. Voilà, mais vous savez, on grignote un petit peu. Voilà. Bien. Et alors, pour terminer cet aparté, à travers une tribune portée par le réseau Élu Local, LUES, qui rassemble des femmes engagées de tous bords et toutes régions, sur 350 élus interrogés, 72% déclarent avoir été victimes de sexisme, harcèlement, voire agression, et que loin d'être un rempart, l'écharpe de maire n'immunise pas contre les attaques. Vous confirmez, Muriel Scollan ? Oui, parfois on a un petit peu de mal à trouver notre place, mais en gardant notre flegme et notre attitude zen, on y arrive. Ouais. Il ne faut pas rentrer dans la confrontation. Moi, j'ai fait des études scientifiques et j'étais habituée en classe préparatoire à être une ou deux filles par classe. Donc, c'est quelque chose qui m'a accompagnée durant presque toute ma vie d'étudiante. C'est ça. Et donc, vous qui êtes donc maire et 2 fois vice-présidente du conseil départemental et de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, quand vous êtes entrée en politique, vous vous êtes dit même pas peur? Non, c'est pas avoir peur, c'est simplement espérer le respect de l'autre. Mais on sait que c'est jamais vraiment méchant. Il y a beaucoup de sous-entendus, des réflexions qui seraient bien de faire tomber, mais ça existe encore. Bien sûr, bien. Merci pour cet éclairage. Alors donc, nous passons à votre campagne. Alors, pourquoi aujourd'hui briguez-vous un 2e mandat? Eh bien, parce que en tant que maire, je n'ai fait qu'un seul mandat. Donc, je dis qu'on ne naît pas maire, on le devient. Oui. Et il est vrai que du jour au lendemain, des responsabilités importantes vous incombent et que vous prenez la mesure au fil de l'eau. Et qu'un seul mandat ne vous permet pas finalement d'avoir la plénitude de la fonction. Je pense que c'est au cours du 2e mandat où vous pouvez rentrer vraiment dans les réalisations. Vous avez vraiment pensé les objectifs et l'identité que vous voulez donner à votre commune. Donc voilà la raison pour laquelle je brigue un 2e mandat. Et puis c'est l'expérience
la compétence qui fait que on est plus sûr de ce que l'on va faire et c'est important de pouvoir aller jusqu'au bout. Oui, vous pensez que c'est un mandat qui exige de la durée quand même pour se réaliser pleinement. Tout à fait. Alors donc, votre liste Vivons notre ville, oui. Est-elle confirmée ou renouvelée pour ce deuxième mandat? Vous voulez dire que les personnes qui vont vous accompagner Alors, à peu près 60% de renouveau. Oui. Donc, c'est ce que j'appelle le passage. Oui. Justement, c'est vraiment dans la suite de ce que je viens de dire. On ne s'improvise pas. Oui, Et il est bien, lorsque l'on imagine qu'il n'y aura pas de mandat futur, de pouvoir donner tout le bien acquis aux plus jeunes pour qu'ils puissent continuer à ce chemin qui est un chemin long de construction d'une commune et d'une vision, en tout cas de la société, d'accompagnement de cette société qui bouge beaucoup. Oui, il est important d'avoir une vision globale, hein, je pense, pour une communauté. Tout à fait ça. Oui. Alors, parlons de votre bilan. Quel regard portez-vous sur votre bilan? Alors en fait, sur Deuil-la-Barre, il y avait des projets qui étaient très anciens et qui n'aboutissaient pas, notamment la fermeture d'un passage à niveau le plus dangereux de France. Nous avions un commissariat aussi dont on parlait depuis plus de 30 ans et qui n'avançait pas. Donc on s'est d'abord attelé à faire avancer ces dossiers-là. Donc le commissariat sera livré à la fin de cette année. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sous forme de pôle sécurité, où on regroupe un commissariat de police nationale et la police municipale sur le même lieu, dans des volumes différents bien sûr. Nous y reviendrons, j'avais relevé en effet cette... Et puis nous avions aussi une problématique d'emprunt toxique qui était très important, de grosses difficultés financières. Donc, il a fallu surmonter cette difficulté. Donc, aujourd'hui, les finances sont saines. Nous désendettons la commune et on va dire que on a réussi à obtenir la plénitude, en tout cas, de ces finances qui vont nous permettre d'investir. C'est ça, de repartir sur de bonnes bases. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, vous avez évoqué, je l'avais relevé dans votre programme, la fermeture du passage à niveau Deuil-Montmagny. Oui. Donc, quelle solution va être envisagée pour cette fermeture? Il n'est pas possible d'envisager de faire un pont au-dessus ou en dessous du passage actuel. Donc, on est obligé, alors on en fera un pour les piétons et pour les PMR, bien sûr, pour qu'il y ait une continuité au niveau de notre commune. Mais par contre, il faut envisager une déviation pour les voitures, les camions, tout ce qui est le transport, autobus. Et donc, il y a un plan de circulation différent qui doit être imaginé sur notre commune et un passage sous voie à un autre endroit. Oui, ça va être un chantier quand même assez énorme. Tout à fait. Que nous menons avec la ville de Montmagny. Puisque vous êtes à cheval. Le chemin de fer nous sépare approximativement. Et vous pensez que cette fermeture sera effective quand? Alors, nous, on vise fin 2023. D'accord. Finalement, comme tout gros dossier, c'est plus long l'avant que le pendant des travaux. Puisque là, il y a beaucoup de partenaires. Mais là, vous avez les accords, tout est en place pour pouvoir l'effectuer. Oui, tout à fait. Il y a foncier acheté, enfin, il y a beaucoup d'étapes, des études environnementales qui nous sont demandées, enfin, tout un tas de dossiers qui font que parfois, c'est 4 à 5 ans d'études avant de pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, les travaux. Alors, on a pu noter dans la campagne, à travers tous les candidats, que le vélo était remis à l'honneur. Et vous-même, vous faites votre campagne à vélo, c'est ça? Oui, c'est une petite originalité. C'est pour se déplacer plus rapidement et être plus près de l'habitant. Donc, tous les dimanches matins, nous nous déplaçons à vélo dans les quartiers.
C'est aussi pour montrer que la ville de Deuil-la-Barre va pouvoir établir un plan de circulation spécifique liaison douce. Oui. Bon, en tout cas, c'est notre projet avec une colonne vertébrale qui sera la coulée verte sur Oui. Deuil, qui devrait rejoindre la Seine à Épinay et la forêt de Montmorency, donc plus au nord de notre commune. C'est notre objectif avec des bras Oui. qui iront vers les différents équipements de la ville pour pouvoir Oui. circuler en toute sécurité. Et puis aussi ranger les vélos, parce que c'est important Voilà, de savoir... donc des parkings vélos, oui. aussi des endroits pour les recharger, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'instruments de déplacement avec des batteries, donc il faut voilà, mais c'est un beau projet, Oui. c'est dans l'air du temps. Et donc ce projet lui-même devrait voir le jour quand? Au cours de ce mandat, oui. D'accord. On a beaucoup, le mandat précédent, acheté de foncier pour créer cette coulée verte. D'accord. C'est en zone N, et donc voilà, ça coûte Donc pas la très zone cher. N, précisez-nous. C'est une zone naturelle, Oui. c'est-à-dire où on ne peut pas construire. D'accord. Donc une bonne partie de cette coulée verte se trouve sur ce type de zone, et du coup c'était accessible financièrement pour la commune. Alors donc dans votre programme, et vous nous en avez parlé, il va y avoir un commissariat qui va être installé. Vous avez évoqué la maîtrise des dépenses de personnel. Oui. Et cependant, avec l'installation de ce commissariat, vous allez créer de nouveaux postes avec plusieurs brigades. Est-ce que ça ne va pas venir justement un petit peu Oui, impacté sur la masse salariale. Oui. On a beaucoup travaillé pendant ce mandat aussi à la restructuration des services municipaux pour installer beaucoup de transversalité entre Oui. les services. Et donc, on estime que la police municipale n'est pas qu'une police sécuritaire. C'est aussi une police qui aura d'autres fonctions. Et notamment, c'est pourquoi on aura plusieurs brigades. Par exemple, nous luttons contre les marchands de sommeil. Donc, il faut avoir une habilitation. Donc, on aura une brigade des personnes qui seront dédiées plus à ça, mais qui continueront aussi peut-être à faire traverser les enfants à la sortie des écoles. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on explique qu'on aura plusieurs brigades. C'est aussi plusieurs fonctions différentes. C'est ça, Voilà. D'accord, très bien. Alors, y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous souhaiteriez répondre? Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le mandat précédent nous a permis de réfléchir sur la globalité de la commune. Donc on a un projet global avec une identité de la ville qui va se décliner dans les différents quartiers. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, où on apporte à chacun des quartiers et ensuite on rassemble les morceaux de puzzle. C'est de faire à Deuil une ville où quand on arrive à Deuil, on sait qu'on est à Deuil. Parce que dans notre région, on passe d'une commune à l'autre sans s'en rendre compte, et c'est un petit peu dommage. Oui, oui. Donc c'est notre objectif. Et puis deuxième objectif important, mettre l'humain toujours au centre de notre programme, et notamment en essayant de faire acquérir à notre ville le label Écoquartier, qui est un label de l'État, Oui. qui permet de montrer notre savoir-faire en termes de participation de l'habitant sur les grands projets de la ville. C'est ça. Voilà. Vous Donc, voulez sensibiliser les habitants, enfin voilà, c'est le... les faire avec, je dis souvent que les habitants, ce sont des ressources humaines. Donc, ils sont sachants par rapport à ce qui se passe dans leur quartier, et qu'il est important de les écouter et de faire avec eux, de les faire réfléchir sur les futurs projets. Très bien, je vous remercie. Alors, dernière question, moi, Deuilloise demain, pourquoi devrais-je voter pour vous? Parce que tout simplement, c'est une certaine sécurité, une certaine compétence acquise, de la probité et du respect de l'autre. On a tous sur notre liste signé une charte d'engagement, de respect des habitants et des adversaires politiques. Et puis, nous avons une équipe renouvelée, donc une passation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, entre des anciens qui, à l'intérieur même de l'équipe, sont dans cette dynamique de passation de savoir-faire. Pour savoir transmettre, en Voilà. fait. Très bien. Transmission. Merci beaucoup, Muriel Scollan. Je merci pour tous ces éclairages. Je vous invite à rester avec nous le reste de l'émission. Et Merci beaucoup. nous allons ensuite donner la parole à Julien Bachar. Mais avant, on fait une petite pause musicale.
pour vous? Je sais pas. Très bien. Et je dis que j'ai 4 septembre, parce que sinon le dernier, il a rien à dire. Oh, Non, il y a des trucs qui sont similaires. Il y a des trucs qui sont similaires. C'est bon. Justement, Julien, je voulais vous demander, est-ce que je peux vous parler du fait que vous avez arrêté de travailler et si vos indemnités sont suffisantes pour vous faire vivre ou pas? Non? Si, c'est. D'accord. Non, tu vois. Ok. Quand on discute les chiffres, c'est pas bon. Et Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Scollan, maire sortant à Deuil-la-Barre, candidate pour un deuxième mandat aux municipales 2020, les prochaines municipales. Julien Bachard, maire sortant à Saint-Gratien, candidat également pour un deuxième mandat à ces mêmes municipales 2020. Jean-Claude Lebourg, fondateur et gérant de Génip Conseil à Saint-Martin-du-Tertre, spécialisé dans la vente d'immobilier locatif. Et Annabelle Couvreur, fondatrice et gérante de Bélisana, un salon à Moussy-le-Neuf dédié au bien-être. Alors Julien Bachard, merci d'être parmi nous. Merci à vous de votre invitation. Je vous en prie. Donc vous êtes maire sortant à Saint-Gratien et aujourd'hui vous faites campagne pour un deuxième mandat à la tête d'une liste Union pour Saint-Gratien. Je rappelle que vous avez succédé à Jacqueline Eustache-Bregnaud, devenue sénatrice, et le 20 octobre 2017, vous deveniez à 31 ans le plus jeune maire de France. Vous étiez alors consultant et vous avez cessé votre activité professionnelle pour vous consacrer à 100% à cette fonction de maire. Est-ce qu'on peut parler de sacerdoce, Julien? Je crois qu'aujourd'hui, notamment dans une ville aussi importante que Saint-Gratien, 21 000 habitants, évidemment, il faut être à 100% au service de sa ville et à 100% au service des habitants. Et je crois que d'abord, il y a évidemment la fonction de maire qui prend beaucoup de temps, mais également pour rester en proximité avec les habitants, il faut être dans sa ville aussi, je vais le dire, soir et week-end. Et donc, par conséquent, c'est vrai que c'est compliqué de cumuler une activité professionnelle dense avec l'activité de maire. Très bien. Alors, lorsque vous avez succédé à Jacqueline Eustache-Bregnaud, vous vous étiez donné pour mission de prolonger son travail. Aujourd'hui, quels sont les grands axes de votre campagne? Alors, les grands axes de la campagne, d'abord, il faut savoir que j'étais adjoint au développement durable. Oui. Donc, évidemment, aujourd'hui, dans notre programme, c'est même plus un axe du projet, mais c'est transversal. C'est-à-dire que le développement durable se décline tout au long de nos actions. J'entends bien, oui. Et j'ai pu lire que les Valdoisiens envient le cadre de vie des Graciennois. Alors, sur quels critères vous basez-vous pour cette affirmation? Écoutez, il y a des critères quand même assez objectifs. Regardez d'ailleurs tous les classements qui sont faits régulièrement sur la qualité de vie. Saint-Gratien est toujours dans les tout premiers. On a aujourd'hui 3 fleurs, ce qui démontre le cadre de vie et la qualité, puisque aujourd'hui le critère des fleurs est également
enfin en tout cas tient compte du développement durable. Et puis il y avait un prix départemental des villes propres qui a existé, je crois, pendant une quinzaine d'années. Oui. Et comme 15 années de suite Saint-Gratien l'a remporté, ils ont supprimé le prix puisqu'ils considéraient qu'on était... Vous étiez trop souvent primé. Voilà. Ah oui, ça, c'est pas drôle alors. Donc, votre équipe également, pour ce deuxième mandat, sera-t-elle confirmée ou renouvelée? Alors en fait, il y a deux... Il y a deux typologies. Évidemment, il y a l'expérience, Oui. avec notamment la sénatrice Jacqueline, qui était maire avant moi, qui a accepté et m'a fait le plaisir d'être sur notre liste. Donc évidemment, une équipe d'expérience avec Oui. des gens qui ont 1 ou 2 mandats précédents. Et puis des nouveaux qui viennent apporter leur énergie, leur force de proposition et qui viennent enrichir la liste. Alors vous, quelle vision portez-vous sur le bilan de ce mandat qui s'achève? Parce que bien sûr, vous n'avez pas été maire pendant 6 ans, mais puisque vous étiez élu municipal, enfin conseiller municipal, quel regard portez-vous sur ce bilan? Alors, sur le bilan, beaucoup de choses ont été faites, notamment sur le cadre de vie. Nous avons fait de nombreuses rénovations également. Le cinéma à l'Étoile, à Réessec, qui a été rénové. Nous avons évidemment investi au service des habitants au quotidien. Il faut bien comprendre que nous avons également gardé le cap d'un point de vue financier, Oui. puisque globalement, sur le mandat, nous avons perdu 3 millions d'euros de baisse de dotation, Oui, et oui. que nous avons réussi à investir 43 millions d'euros durant ce mandat. D'accord. Et on a également... C'est le montant du budget de Saint-Gratien, 43 millions, c'est Non, le montant, non, ça c'est le budget d'investissement D'accord. dégagé sur toutes les années. Sur le budget de Saint-Gratien, on est en fonctionnement aux alentours de 26 millions d'euros D'accord. et 5 millions d'euros d'investissement chaque année. Très bien. Alors, sur ce bilan, y a-t-il des regrets? Non, pas de regret, on aurait aimé évidemment en faire plus, mais au quotidien, c'est vrai qu'on doit toujours faire la part et juger les nécessités et les choses les plus importantes, parce qu'évidemment, on n'a pas un budget extensible, et donc on doit prioriser nos actions, et on doit être équitable également, mener des actions dans tous les quartiers, au service de tous les habitants. Donc évidemment, on aimerait toujours en faire plus, Oui. mais il faut aussi être raisonnable et conserver ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un encours de dette qui est inférieur aux villes de la même strate. D'accord. Alors, vous avez précisé que vous étiez élu, enfin conseiller municipal au développement durable, c'est ça? Adjoint au maire. Adjoint au maire, oui. Pardon. Et j'ai vu que vous aviez justement pour ce développement durable, enfin en tout cas c'est l'économie d'énergie, vous avez une réflexion autour de la géothermie comme solution à cette énergie renouvelable. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur Oui, ce... évidemment. Alors, il y aura forcément des études qui vont confirmer la possibilité de le faire, mais globalement sur l'Île-de-France, on sait qu'il y a des sources d'eau chaude Oui. très profondes. L'idée, c'est donc de pouvoir développer un projet, alors peut-être avec d'autres villes aux alentours, pour permettre d'aller puiser évidemment cette source d'énergie et de pouvoir l'utiliser sur des bâtiments via un réseau de chauffage collectif. Donc évidemment, c'est une des meilleures solutions, puisque ça permet d'avoir une énergie disponible toute l'année. Voilà, et complètement écologique. C'est sûr, oui, c'est vrai, il y a c'est vraiment aucune production, oui, oui. Voilà. Et vous pensez que ça risque de faire... C'est une étude qui est menée par d'autres communes, vous ne savez pas, parce que c'est la première fois que je vois Alors, que vous pensez... Sur le Val d'Oise, aujourd'hui, il n'y a pas de projet de géothermie. Oui. Il y a peut-être un peu Cergy qui se pose aussi des questions sur ce sujet, mais regardez bien en Île-de-France, ça se globalise de plus en plus, parce que l'énergie est de plus en plus chère pour les collectivités, parce que les habitants également ont des factures énergétiques, puisque l'objectif c'est évidemment d'amener les habitants à pouvoir en profiter. Et donc je pense que ce sont ce genre de solutions qui vont pouvoir permettre de limiter notre empreinte carbone. D'accord. Alors, de tous les objectifs que vous avez envisagés dans votre campagne, lequel vous tient le plus à cœur? S'il y a quelque chose qui me tient le plus à cœur dans ce projet, c'est la création d'un service civique jeune municipal. L'idée, c'est de proposer à des jeunes graciennois de 16 à 25 ans de s'impliquer pour leur commune et puis en même temps leur donner un petit bagage
enfin même un beau bagage, en leur permettant d'avoir des formations sur le développement durable, la citoyenneté, la laïcité. Je pense que c'est important et de le développer en local. Il y a beaucoup de services civiques qui sont faits aujourd'hui au niveau national et je pensais que créer un service civique au niveau local, des habitants pour les habitants, ça avait un sens aujourd'hui. Donc vous allez faire campagne, comment vous allez recruter ces jeunes pour les retrouver? Alors évidemment, nos services pourront les détecter, mais évidemment, on fera un appel à volontaires. C'est sûr, Voilà. c'est sûr. Alors vous, quel regard portez-vous également sur cette concurrence de listes pour les municipales à Saint-Gratien? Vous savez, moi, je ne regarde pas les listes qu'il y a en face. Très clairement, on a un bilan, on a un projet pour les habitants, et aujourd'hui, notre démarche, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a une liste union pour Saint-Gratien, à la fois, comme je vous l'ai dit, renouvelée, mais également expérimentée. Et notre parti, c'est Saint-Gratien. Notre ambition, c'est Saint-Gratien. Et très clairement, on se positionne pas pour ou contre quelqu'un. On a un bilan, on est dans la continuité et on essaye d'impulser de nouvelles idées pour être toujours plus au service des habitants. Merci. Et alors, il y a-t-il une question que je ne vous aurais pas posée comme pour Muriel Scolan et à laquelle vous aimeriez répondre? Non, je sais pas. Après, peut-être sur la capacité qu'ont les villes aujourd'hui à investir. On voit beaucoup de listes qui ont des propositions parfois débordantes et qui promettent simultanément une baisse d'impôts. Il faut bien comprendre que les villes sont de plus en plus contraintes au niveau budgétaire et que tout projet doit être réaliste. Il faut le chiffrer. Très clairement, nous, on a fait un gros travail de telle manière à avoir un projet réaliste et réalisable. Très bien. Alors, donc, telle dernière question. Moi, graciennoise demain, pourquoi devrais-je voter pour vous? Je pense d'abord parce qu'on a un bon bilan. Très franchement, on a investi beaucoup dans cette ville. On est en proximité avec les habitants. On a répondu dans la démocratie de proximité à plus de 5000 questions. On a fait plus de 150 permanences du maire à votre écoute, plus de 1000 réunions de quartier. Donc on est au contact des habitants. Donc déjà, il y a ce lien de proximité qui fait qu'il y a un rapport de confiance. Et puis, si je devais donner une deuxième raison, c'est surtout parce que j'ai une liste où on a une ambition pour notre ville. Clairement, on aime Saint-Gratien, on aime ses habitants et on va se battre pour eux comme on l'a hier, enfin demain comme hier. Très bien. Et comme aujourd'hui, voilà. Alors, je m'adresse maintenant à tous les deux. Est-ce que je crois que ce qui est important, c'est que les gens viennent voter. Si vous pouvez chacun dire un mot à propos de cet engagement de vote. Muriel Scolan. Oui, souvent, effectivement, les gens viennent pour les municipales comme pour les présidentielles. Oui. Là, on a une difficulté supplémentaire, c'est avec le coronavirus, qui fait que les gens peuvent éviter. Alors, je pense qu'à Saint-Gratien, comme à Deuil-la-Barre, on va tout mettre en place pour que effectivement cela se passe bien. Il y a des directives qui descendent du ministère pratiquement tous les jours. Donc, on les applique, mais si on peut aller au-delà, on le fera aussi. Voilà, donc il faut que les gens viennent voter. Le maire, c'est le dernier rempart au niveau de la démocratie. Donc, je pense que c'est important qu'il se déplace. Vous, Julien Bachar, qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Non, rien à ajouter. Je partage les propos de Muriel sur évidemment les conditions qui seront apportées, puisque la préfecture, plusieurs fois par jour, pour répondre aux critères, évidemment, et améliorer les conditions de vote. Mais plus généralement, c'est important de se déplacer pour voter, notamment pour les municipales, parce que je crois que Gérard Larcher disait le maire, c'est le seul élu à portée de baffe. Et je crois que c'est très juste. C'est-à-dire que ce lien de proximité, le maire, c'est encore celui qui est au quotidien à votre contact et à qui vous pouvez faire remonter vos doléances et qui va vous écouter. Et je pense que donc, cette élection, c'est l'occasion de montrer votre attachement à votre commune et d'avoir des élus qui vous ressemblent. Et donc, je pense que c'est évidemment très important de venir voter pour les municipales. Merci bien à tous les deux pour nous avoir essayé nous convaincre de voter pour vous. Merci, on fait une petite pause musicale. Ouf, je suis un peu bafouillée. Ça fait plus naturel.
C'est son bureau. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, c'est de faire une régulation pour pas que tout le monde arrive en même temps, des choses toutes simples, pour nettoyer. Chacun met son stylo pour que ce soit de bonne couleur. On rentre pas dans les détails, mais c'est compliqué. Quelque chose. L'angoisse, il y a des gens, ça part dans tous les sens. La deuxième fois que je viens dans cette version de l'EFM, j'ai connu avant le pavillon. C'est pour moi. Non, 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 c'est c'est moi. Ce n'est pas, j'élimine au fur et à mesure, mais Assez jeune. On se dit un bon mix Ouais. des âges. C'est ce qu'il faut. On a 18 ans, 18 à 74 ans. Pas 18. Donc, le numéro, ça commence à si vous connaissez, le très ancien, c'est le âge, donc il y a un mandat. Et puis, c'est génial, il y a 18 ans, il y a 23 ans. on est sur le Le plus ancien, c'est le de commémoration. pas les Si j'en connais. Les anciens sont les anciens. La deuxième, je les connais, oui. Ah bah oui. Radio IDFM, le bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Muriel Scollan, maire sortant à Deuil-la-Barre, candidate pour un deuxième mandat aux prochaines municipales 2020. Julien Bachard, maire sortant à Saint-Gratien, candidat pour un deuxième mandat à ces mêmes municipales 2020. Jean-Claude Lebourg, fondateur et gérant de Génip Conseil à Saint-Martin-du-Tertre, spécialisé dans la vente d'immobilier locatif. Et Annabelle Couvreur, fondatrice et gérante de Bélisana, un salon à Moussy-le-Neuf dédié au bien-être. Alors donc place aux entreprises maintenant. Donc je vais donner la parole à Jean-Claude Lebourg. Merci. Jean-Claude, merci d'être parmi nous ce matin. Donc vous avez créé Génip Conseil en 2003. Pouvez-vous nous rappeler votre parcours, Jean-Claude Lebourg? Ah, j'ai un parcours un peu atypique, mais qui devient de moins en moins atypique au fur et à mesure que les gens de 50 ans se font, les cadres du cadre sup de 50 ans se font licencier. D'accord, Donc, ce qui a été en votre cas. résumé, j'ai fait ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, Oui, en commençant par la petite porte et en finissant directeur marketing dans un laboratoire. Et puis, avec mise en concurrence aux médecins plus MBA ou pharmaciens plus école de commerce, c'est sûr que j'étais en mauvaise situation. Et donc, il y a 15 ans, j'ai dû me recycler, ce que j'ai fait donc, dans l'immobilier de défiscalisation. et pourquoi avoir choisi ce secteur? Vous aviez une... Pourquoi? Parce que, premièrement, le hasard intervient énormément dans la vie. Oui, Et donc, des amis m'ont amené, alors que j'étais en recherche d'emploi, m'ont amené au salon de l'immobilier à Paris. oui. Et puis, c'est comme ça que les choses ont démarré. Voilà. Du coup, Ça ce me cabinet est convenait devenu également, une évidence pour vous? Pardon. Créer ce cabinet est devenu une évidence? Oui, bien sûr, oui. Oui. Alors, quels sont les produits que vous proposez dans votre cabinet? Alors, les produits, ce sont des produits qui sont tout à fait d'actualité et qui vont dans le sens de la réforme des retraites. Oui. Même si on parle beaucoup de la réforme des retraites depuis quelque temps pour des raisons politiques, on en parlait déjà il y a 10 ans parce que pour beaucoup de gens, ils ne savent pas du tout à quelle sauce ils seront mangés, entre guillemets, au moment de cesser leur activité. Et ça veut dire qu'il est extrêmement important, quand on a
40 ans, Oui. de se préoccuper déjà de la baisse du pouvoir d'achat qu'on va devoir supporter au moment de cette retraite. Et l'immobilier est sûrement le secteur qui permet le mieux de préparer cette compensation, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a en face de ça des produits financiers. Oui. Et les produits financiers, ils nécessitent du risque. Or, quand on veut préparer sa retraite, il faut oublier le risque, naturellement. Bien sûr. On veut sécuriser, au contraire. Et que les produits financiers les plus basiques, tels que le livret A, aujourd'hui, vous connaissez le taux de rendement, qui ne et vous rapporte plus connaissez rien. l'inflation, c'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez l'argent sur un livret A, eh bien, tout simplement, vous perdez à peu près, actuellement, 1% chaque année du capital. Donc, ça veut bien dire que les produits financiers ne sont pas vraiment la solution idéale. Quant à l'assurance vie, on est à peu près dans une situation équivalente. Si on veut que ça rapporte, il faut prendre des risques. Donc, voilà. Donc, l'immobilier est la bonne solution. Et il y a deux types, pour répondre maintenant précisément à votre question, il y a deux types d'investissement immobilier courant. Oui. C'est premièrement la location nue. Et je vous citerai toutes les lois de finances qui ont permis de réaliser cela. C'était les Besson, les Robiens, etc. Oui. Ça a commencé avec Méhaignerie il y a 40 ans. En fait, et aujourd'hui, tout le monde connaît la loi Pinel. Oui, Hein, oui. voilà. La loi Pinel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on investit dans un immobilier, dans un appartement ou une maison, qui va être forcément loué et devenir la résidence principale du locataire. C'est ça. Moyennant quoi, l'investisseur s'engage auprès de l'État à louer au moins 9 ans. Oui. 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Avant de récupérer le 6 bien. ans, 9 ans ou 12 ans, Oui, d'ailleurs. oui. En général, on commence par 9. Et puis, avec ça, il y a un avantage fiscal qui est, si on loue 9 ans, de 18% de réduction Oui. sur la valeur du bien, frais de notaire inclus, répartis linéairement sur 9 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut aller effacer un petit peu plus de 6 000 € par an pour des gros revenus. Alors, cet immobilier dont vous parlez, ça n'est pas forcément un immobilier neuf. En règle générale, si. Si. Oui. En règle générale, si. Donc, moi, je travaille essentiellement sur le neuf, Oui. en location nue, en Pinel. Mais on peut également défiscaliser sur des monuments historiques. Oui. Et puis, surtout en loi Malraux, où là, il n'y a pas de plafond. Mais c'est pour des gros investisseurs, c'est plus rare. Et je dois dire, j'en fais relativement peu parce que les investisseurs sont un petit peu plus rares. Mais il faut une ville, par exemple, comme Périgueux, où je vais parfois en vacances, une ville de la Renaissance, qui était en décrépitude totale il y a peut-être 50 ans, aujourd'hui est magnifique, et tout est refait grâce à la loi Malraux. Alors, vous avez évoqué les avantages fiscaux dont on peut bénéficier, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que pour ces immeubles en construction qui favorisent cette remise fiscale, est-ce que vous ne pensez pas que les promoteurs vendent beaucoup plus cher qu'ils ne vendraient s'il n'y avait pas ces avantages fiscaux? La question est pertinente, oui. Et la réponse est oui, parfois. Oui. Et c'est tout l'intérêt de s'adresser à un professionnel pour justement séparer le bon grain de l'ivraie. D'accord. Pourquoi? Parce que en réalité, sur une zone déterminée, que ce soit Enghien ou Deuil ou tout ce Saint-Gratien dont on vient de parler à l'instant, on connaît parfaitement le prix du mètre carré, de l'ancien et du neuf. Oui. Voilà. Donc, un professionnel qui fait son métier connaît parfaiement ces taux et sait les comparer lorsque, d'un seul coup, un immeuble est proposé à 20% plus cher. Il y a quelque chose, il y a un loup. Oui, oui. Bon, c'est à nous de le détecter et de mettre en garde, de protéger, de sécuriser l'investisseur. Et Génip Conseil, sa vocation, c'est justement d'assurer la sécurité de la transaction dans des conditions financières normales. C'est ça, donc au lieu d'aller directement vers un programme qui est en cours, il vaut mieux passer par quelqu'un comme vous qui saurait nous conseiller. Dans mon métier, ce sont les conseillers en gestion de patrimoine ou les gens spécialisés, les agents immobiliers spécialisés, on ne va pas
compter d'honoraires. C'est-à-dire qu'en fait, l'investisseur aille directement chez le promoteur qui s'adresse à nous, il paiera son bien le même prix. Par quel miracle? Tout simplement que le promoteur considère que ce n'est pas la publicité des 5% qui a amené le client chez lui, c'est nous, et il nous reverse une somme équivalente. De sorte qu'il y a une seule grille tarifaire. C'est ça. Conséquence, comme vous le disiez, c'est beaucoup plus sécurisant et ça ne coûte rien de passer par un professionnel. Absolument, oui, d'être sûr de faire le bon choix. Et ça évite bien des soucis. Je voulais aussi ajouter une chose, je vous ai parlé de location nulle ou à Pinel. Oui. Il y a tout un autre secteur de mon activité qui représente peut-être la moitié et qui s'appelle la location meublée non professionnelle. Voilà, j'allais y venir en effet. Sur travaillent tous les conseils en gestion de patrimoine, car c'est la niche fiscale aujourd'hui. La seule vraiment qui reste, qui soit très intéressante. En 2 mots, sans vous faire une grande explication, on achète une chambre en EHPAD ou une chambre étudiant ou une résidence senior ou bien un appartement à la montagne, à la mer, donc on est en tourisme. Tout ça, c'est exactement le même principe. C'est qu'une question de sensibilité. On a plus envie d'acheter une résidence senior, une résidence tourisme, selon ou étudiante, éventuellement, oui. Et on va pouvoir amortir. La loi permet d'amortir 100% du bien augmenté des frais de notaire. Ça veut dire quoi cet amortissement? Eh bien, si ça vous rapporte 8 000 € par an, par exemple, de loyer, l'expert comptable qui se charge de la chose va sortir la même somme en amortissement. Et le résultat sera 8 000 de loyer moins 8 000 d'amortissement égale 0. Et on est imposé sur le résultat 0, donc 0 impôt. Et la CSG de 17,2% se porte également sur le 0, donc 0. Ce qui fait qu'on a la totalité des loyers pendant plus de 20 ans grâce au système des amortissements en location meublée non professionnelle. C'est aujourd'hui ce qui un produit qui est très intéressant. Oui, absolument. Et donc c'est le produit idéal pour le complément retraite. Très bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même des inconvénients, c'est-à-dire la relation propriétaire-locataire qui intervient parfois? Relativement peu, finalement. Et pourquoi? Parce que le Pinel, c'est une loi sociale. C'est une loi qui impose des conditions de revenus aux locataires. Et ce n'est pas aux propriétaires de demander tous les documents. C'est un métier. Donc ce sont les agences qui vont se charger de recruter les locataires susceptibles de rentrer dans l'appartement. Et non pas le propriétaire. Donc il n'y a pas cette relation. D'ailleurs, elle serait malsaine. Oui, elle serait malsaine, oui. Donc c'est autant que ce soit une agence spécialisée qui le fasse. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et quant au meublé, il y a un bail commercial, il y a un gestionnaire, et c'est le gestionnaire qui est en relation avec l'investisseur et qui est en relation avec l'occupant locataire. Mais il n'y a pas la relation directe. Merci Jean-Claude Lebourg, je reviendrai vers vous avec d'autres questions. On fait une petite pause. Une petite pause ou de la musique ou on reprend? Un peu de musique, oui. D'accord. Oui, bien sûr, oui. J'ai fait la photo, donc c'est bon. Comment? Jusqu'à l'émission, on parlait? Fin de On parlait de l'émission? Non, La pause, vous voulez aller aux toilettes? Non. Non, bah, le temps qu'elle arrive. Ouais. Là, j'ai Elle raccompagne les Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Ouais, Ce serait mieux. vous croyez? Non? Ils ne reviennent pas? Non, je crois que vous êtes tous les deux. Oui, rapprochez-vous, c'est mieux. Et peut-être là et là, parce que pour la vidéo, je viens. Mettez-vous là et là. Ouais. On peut parler là? Oui. Si vous voulez, on peut faire la transition entre les deux précédents interlocuteurs et moi. Puisque... Avec, oui, mais Ouais, c'est prévu.
c'est prévu, c'est juste que pour pas vous parler trop longtemps, maintenant je vais donner la parole à Annabelle et je reviendrai Bien à sûr. vous. Ouais, c'est vrai que le temps passe. Annabelle, on dirait Mona Lisa. C'est vrai. Merci. Ça me détend. Voilà. J'avais du cognac. Vous n'avez pas un coup de cognac? Non, ça va être galère après. On va aligner deux mots. Après. Après, on va tanguer. Je serais moins crédible. Ouais, on prend. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, j'avais le plaisir d'accueillir Muriel Scollan, maire sortant à Deuil-la-Barre, candidate pour un deuxième mandat au municipal 2020, et Julien Bachard, maire sortant à Saint-Gratien, candidat également pour un deuxième mandat, c'est même municipal 2020. Ils ont dû partir campagne oblige. Donc, je suis toujours en compagnie de Jean-Claude Lebourg, fondateur et gérant de Génip Conseil à Saint-Martin-du-Tertre, spécialisée dans la vente d'immobilier locatif, et Annabelle Couvreur, fondatrice et gérante de Bélisana, un salon à Moussy-le-Neuf dédié au bien-être. Alors Annabelle, on continue avec vous. Merci d'être parmi nous ce matin. Merci de me recevoir. Donc vous avez créé votre entreprise en 2018 et c'est en septembre 2019 que vous avez déposé le nom de Bélisana, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, je ne suis pas issue à la base du massage. Hein. À l'époque, j'étais ingénieure en sécurité du travail et de l'environnement. Oui. Donc, c'est un métier que j'ai exercé pendant à peu près 13 ans. Voilà, dans différents groupes, dans différents grands groupes. Et disons que j'en avais fait le tour et surtout, c'était un métier qui ne me remplissait plus de l'intérieur. C'est ça. Parce que Vous n'étiez plus épanouie. Voilà, ça ne m'épanouissait plus. Et du coup, j'ai fait une formation au Sénato à Paris, donc en massage bien-être. Donc le Sénato, rappelez-nous ce que c'est. Alors c'est le Collège national de naturopathie. D'accord. Donc ils ne font pas que de la naturopathie, ils font aussi du massage et forment des personnes pour reprendre des boutiques bio, par exemple. Oui. Et donc c'est une formation que j'ai terminée en 2017. Donc, j'ai terminé major de ma promotion, c'est une grande fierté pour moi parce que à cette époque-là, j'étais encore à 100% dans mon précédent métier. Ah oui, vous l'avez fait en parallèle. C'est ça, je l'ai fait en parallèle. Et donc en 2017, et après j'ai poursuivi sur une formation d'aromathérapie Oui. que j'ai effectuée à l'école française d'aromathérapie, le FAI. Et donc j'ai eu mon diplôme en 2018. Voilà, donc d'où dépôt des statuts de micro-entreprise en juillet 2018. Et je suis partie en rupture conventionnelle en août 2019 de ma précédente société. Et voilà. Donc vous avez pu déposer donc en septembre 2019. Voilà, du coup, oui, la société, le nom Bélisana a été posé à l'INPI oui. du coup, en 2019 pour protéger ma marque. Et voilà, donc du coup, je suis complètement lancée à 100% dans mon activité depuis septembre et je suis arrivée à Moussy-le-Neuf en janvier de cette année. Et j'ai aménagé un cabinet directement à mon domicile en rez-de-chaussée pour avoir un accès pour les personnes à mobilité réduite. Pour moi, c'était très important. Oui. Donc les personnes peuvent venir directement au cabinet ou je me déplace aussi chez eux pour ça. les personnes qui n'ont pas de véhicule, qui ne peuvent pas se déplacer, pour qui c'est plus pratique. Oui, on y reviendra. Alors, pourquoi ce choix de massage? Alors, vous pourquoi dirigez le massage parce que pour moi, tout ce qui est bien-être, mieux-être, ça a toujours été quelque chose, une notion très très importante. C'est une notion que j'ai toujours essayé de mettre en place dans mon précédent métier, parce que pour moi, le bien-être des salariés était essentiel. Et pour moi, le massage est un moyen de se sentir mieux. Oui. Et aussi un moyen d'accompagner certaines personnes, par exemple, qui ont des dépressions ou juste un stress important. Donc c'est aussi un moyen de les accompagner autrement. Et aussi le massage parce que je suis quelqu'un de très tactile et j'ai besoin de toucher. Ah oui, d'accord. C'est important.
Donc, avant enfin, quand vous avez senti ce besoin enfin, dans votre entreprise où vous ne vous étiez plus épanoui, vous avez réfléchi à quoi faire et c'est comme ça que vous vous êtes dirigé vers ce choix. Oui, c'est comme ça que je me suis dirigée vers ce choix et aussi parce qu'en fait, j'ai un de mes grands-pères en fait qui est fibromyalgique. D'accord, oui. C'est une maladie qui est très contraignante au Oui. quotidien. Mmh. Et moi, je le massais parce qu'il me demandait de le masser, donc, et ça lui faisait du bien en fait. C'est ça. Sur la durée, et ça c'était important. Et en fait, de fil en aiguille, on va dire que ça a fait son petit chemin, ça a mis du temps. Mais je me suis dit que finalement, il y avait peut-être quelque chose à faire dans cette voie-là. En fait. Oui, parce que vous, donc, vous l'avez déjà dit, vous précisez que le massage n'est pas thérapeutique, mais c'est la résultante du bien-être ressenti qui peut permettre d'aider des effets de traitements médicaux, par exemple, ou en cas de pathologie, ou s'il n'y a pas de pathologie, en tout cas, ça a une répercussion sur le moral et le physique. C'est comme ça que vous le ressentez. C'est exactement ça, parce qu'en fait, le massage, enfin, moi, les massages que je propose sur certaines pratiques, notamment le californien, le massage suédois et le massage lemniscate, en fait, moi, je les personnalise vraiment aux besoins de la personne avec une huile de massage personnalisée. C'est-à-dire que je vais intégrer la partie aromathérapie. Donc, je vais faire un entretien préalable d'au minimum 20 minutes avec mon client pour déjà déterminer si j'ai pas des pathologies sous-jacentes. Oui, qui pourraient, oui, voilà. C'est ça. Et je vais lui, par rapport à ce qu'il va m'expliquer, je vais faire une présélection d'huile essentielle et ensemble on va préparer l'huile finale en fait. Il va sentir les huiles que je lui propose et on va conserver celle qu'il préfère. Et en fait, grâce au massage et à l'huile de massage, on va réussir à lever certaines tensions musculaires, on va réussir à relaxer les personnes. Par exemple, une personne stressée, c'est quelqu'un qui va avoir le plexus solaire très bloqué. Donc avec le massage et des huiles qui vont déspasmer, on va réussir à tout doucement à relaxer la personne avec des exercices de respiration, aider la personne à respirer mieux, se sentir mieux. À se libérer. Et à se libérer. Et aussi au niveau de la fibromyalgie, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, le massage. Donc surtout des massages pas en profondeur parce qu'on va pire que mieux. Oui. Mais c'est des choses qui peuvent aussi... Comme des effleurements. Des effleurements. Et c'est quelque chose qui va pouvoir calmer les douleurs sur la durée. Et puis aussi déstresser un peu les personnes parce que les personnes fibromyalgiques, ce sont aussi des personnes très angoissées en général. Alors vous avez évoqué le massage lemniscate, c'est ça? C'est quoi exactement? Alors le massage lemniscate, c'est un massage essentiellement réénergisant. Donc en fait, il est basé sur des mouvements en 8. On appelle ça des mouvements de l'infini qui vont être faits sur tout le corps. Donc on va alterner des mouvements rapides et beaucoup plus lents, sans jamais aller en profondeur. D'accord. C'est vraiment de réénergiser en fait la personne. Mais alors, lorsque vous recevez vos clients, est-ce qu'on parle de clients ou de patients dans votre cas? On parle de clients. De clients. On n'a pas le droit de dire patient parce qu'on n'est pas dans le domaine médical. C'est ça. Donc, quand vous recevez un client, comment sait-il, ou vous, comment savez-vous quel type de massage vous allez appliquer? Alors, c'est avec l'entretien que vous avez au préalable? Alors, en fait, il va y avoir deux cas de figure. On va avoir des personnes qui vont savoir ce qu'elles veulent, des personnes qui ont l'habitude d'être massées. Donc, quand c'est comme ça, je demande quand même, je propose les autres types de massages que je peux faire. Et souvent, les personnes vont aussi pas mal réserver en ligne parce que je suis référencée sur le site Medoucine pour la prise de rendez-vous en ligne. C'est comme Doctolib, mais pour les thérapies alternatives. Et donc, soit la personne arrive directement avec son besoin, et donc on fait comme ça. Et sinon, la personne va venir avec ses problématiques, ses questionnements, et je vais l'orienter en fonction de ce qu'elle me raconte sur différents types de massages. Alors, une dernière question avant de passer à notre expert qui vient d'arriver. Quel a été votre business plan pour vous installer? Alors, mon business plan pour m'installer, en fait, moi je me suis basée sur les prix qui étaient appliqués autour de Moussy-le-Neuf. Oui. Pour
par déontologie, par respect pour mes pairs, déjà pour pas faire de prix au rabais, parce qu'on donne quand même beaucoup de notre personne, on donne beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait. Et si on fait des prix au rabais, c'est pas juste en fait. Et je veux pas les faire trop élevés non plus pour donner la chance au maximum de personnes de pouvoir venir me voir et voilà, se détendre. Et en fait, pour faire mon calcul et être rentable, j'ose espérer d'ici un an et demi, voilà, je dois générer à peu près 170 € hors URSSAF, donc net de bénéfices par jour. D'accord, très bien. Mais vous avez dû investir un montant important pour vous installer? Alors oui, parce qu'en fait, si je compte ma formation en massage qui a coûté un certain prix, ma formation en aromathérapie, l'installation de mon cabinet, parce que j'ai voulu un environnement bien particulier, avec des endroits où les personnes puissent ranger leurs affaires, parce que c'est aussi important. Oui, ça compte, c'est vrai. Oui. Je me suis aussi inscrite à un réseau de chefs d'entreprise qui s'appelle le BNI, qui est aussi un certain investissement. Donc pour l'instant, ça va être compliqué de rentabiliser, mais je préfère rester optimiste. C'est ça. Pour le moment, le retour sur investissement n'est pas au rendez-vous, mais vous avez bon espoir. Voilà, j'ai bon espoir, mais voilà, sinon tout cet investissement, j'ai pu le faire déjà d'une avec des dons de la famille. Donc j'ai aussi été aidée par mes parents. Parce que à l'époque, j'étais salariée. Maintenant, je bénéficie aussi de Pôle emploi grâce à la rupture conventionnelle. Et je travaille aussi à temps partiel, 3 jours par semaine pour assurer un salaire fixe. Donc en fait, tout ça me permet aussi d'apporter et d'investir dans la société sans fonctionner à perte. C'est ça, le temps d'avoir une clientèle plus développée. C'est ça. Merci beaucoup Annabelle, je reviendrai vers vous, j'ai d'autres questions à vous poser. Donc bonjour Étienne. Bonjour Jacqueline. Étienne, vous êtes venu nous voir ce matin pour nous présenter votre chronique et dont le titre est « Remettre l'humain au centre de la stratégie de communication ». On vous écoute, Étienne. Tout à fait, parce que c'est important de ne pas oublier que derrière les ordinateurs, en fait, ce sont des personnes. Parce qu'avec le développement des technologies, on peut avoir tendance à chercher des méthodes pour communiquer le plus largement possible et le plus facilement possible. On va parler de hack, de gros hacking, de solutions miracles pour récupérer les données des personnes que l'on cherche sur LinkedIn, de tunnels de conversion, etc. Tout ça, ce sont des mots, des techniques, mais principalement, pour être plus efficace et gagner du temps, on va changer un peu notre manière de communiquer. Et on va pouvoir s'appuyer sur des nouvelles stratégies pour convertir plus ou mieux. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que notre client est avant tout un être humain. Ce n'est pas une machine qui va nous répondre. Donc derrière chaque ordinateur, derrière chaque adresse email, nous avons affaire à des personnes comme vous et moi. Et pour ne pas l'oublier, dites-vous que vous aussi, vous êtes la cible chaque jour de nouvelles méthodes pour communiquer auprès de vous, pour vous vendre des produits. Repensez à la personne qui vous propose une connexion sur LinkedIn sans vous connaître et vous propose d'emblée son offre. Rappelez-vous la dernière fois où on vous a envoyé un email sans intérêt. Une newsletter par exemple qui ne parlait que du produit de la personne. Souvenez-vous de la dernière vidéo promotionnelle qui vante les avantages de tel service mais qui au final n'est qu'une publicité complaisante. Nous sommes aujourd'hui tous saturés d'informations à longueur de journée et du coup nous devons sélectionner, aller très vite à l'essentiel. Et dans cette masse d'informations qui nous entoure, nous n'avons plus de temps à perdre dans la lecture de newsletters qui ne parlent uniquement que de la valeur du produit. La digitalisation de notre société a fait oublier quelques-uns que nous sommes avant tout des personnes. Et lorsque nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes potentiellement des acheteurs. En mettant l'homme avec un grand H au centre de votre communication, vous toucherez plus facilement votre cible. Vous vous différencierez de vos concurrents autrement que par le prix ou le service, car ce sera vous qui serez choisi ou vos équipes qui donneront envie de vous contacter. Humaniser sa communication commence par prendre le temps de comprendre ce que recherchent vos clients et comment les satisfaire. C'est par exemple diffuser des témoignages qui mettent en valeur vos clients et montrent et prouvent aussi que votre solution est efficace et bénéfique. Humaniser sa communication, c'est donner de la valeur aux échanges que nous avons avec nos clients avant de recevoir leurs achats. C'est par exemple écrire une newsletter qui donne des informations utiles que le client peut utiliser librement sans avoir à payer. C'est créer des vidéos de conseils pour faire goûter votre expertise et votre ton. Humaniser sa communication, c'est aussi penser autrement et peut-être moins communiquer, donc de façon plus qualitative.
Et donc si on communique moins, ça aura aussi un impact positif sur l'environnement. La communication, c'est l'échange entre deux personnes, c'est comme en amitié. On s'intéresse à l'autre, on prend de ses nouvelles, on lui répond, on le remercie pour ses petits gestes. Par exemple un témoignage, une recommandation, un nouvel achat qui peut arriver d'un client. Et du coup, à notre tour aussi, on peut mettre en communication nos clients, les recommander, etc. Et puis les mettre en avant aussi grâce à une étude de cas qui sera diffusée auprès de notre propre réseau. En basant notre communication sur la relation humaine, en nous rappelant comment nous avons tissé des liens réels avec telle ou telle personne, on crée une communication qui aura plus d'impact et donc qui sera plus efficace. Nous allons trouver des clients qui nous ressembleront et dont la relation sera du coup beaucoup plus fluide et facile, même pour lorsque c'est mercantile. Et en repensant à notre communication sur l'humain, nous aurons également une meilleure gestion de nos contenus, car nous allons les penser qualitativement et sur le long terme, et non plus quantitativement. Merci beaucoup Étienne, c'était important en effet de rappeler qu'il faut remettre l'humain au centre de toutes nos relations. Merci beaucoup Étienne de Unique Production, Étienne Barrier. Je reviens à Jean-Claude Lebourg. Jean-Claude, ce que vient de nous dire Étienne doit faire écho chez vous, puisque je crois que vous aviez, dans ce dont vous vouliez parler avec nous, c'est le fait d'acquérir la considération des particuliers. Oui, c'est important. Dans votre activité. C'est important parce que ça détermine deux choses, en fait. Ça va déterminer l'acte d'achat. À la base de tout ça, aucune affaire ne se fait finalement s'il n'y a pas la confiance. Et la confiance, ça demande vraiment, c'est les yeux dans les yeux, oui. C'est l'intérêt pour l'autre, donc les bonnes questions et pas simplement vouloir vendre à tout prix un produit à un individu lambda. Donc on est bien effectivement, comme disait Étienne Barrier, on est bien dans la communication directe vers les gens et non pas déshumanisé. C'est ça. Et il y a un deuxième point, c'est dans mon métier en tous les cas, c'est que ce sont mes clients heureux qui m'apportent les clients. C'est ça, oui, il y a un retour. C'est extrêmement bien important sûr. que les gens, au final, soient satisfaits et aient envie de faire profiter leurs amis, leurs relations, des avantages dont ils ont bénéficié. Et je dirais que la fonction miroir, c'est que vous, de votre côté, vous devez avoir des compétences, c'est-à-dire bien connaître toutes les lois de défiscalisation. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair et c'est un bien, mais depuis maintenant un certain nombre d'années, nous sommes tenus à une formation permanente obligatoire. D'accord. La carte d'agent immobilier qui permet de vendre de l'immobilier, si on l'a pas, c'est un certain nombre de milliers d'euros, plus la prison. Donc c'est très très sévère et en plus très contrôlé. Et donc pour conserver cette carte, auparavant c'était 10 ans et elle était gratuite. Oui. Aujourd'hui c'est 3 ans. Renouvelable. Et surtout assortie d'un certain nombre d'heures obligatoires de formation. Très bien. Avec une partie de déontologie également. Donc oui, ça reste très encadré. Donc. Voilà, c'est très encadré et je trouve que finalement c'est très bien, ça nous empêche de nous, de nous encrouter dans le quotidien. On est forcé sans arrêt, comme des étudiants, d'être toujours au top. Non, et puis c'est garant d'une vraie qualité vis-à-vis de vos clients. C'est indispensable. Alors, Jean-Claude Lebourg, vous vouliez aussi, j'ai dit en préambule que vous étiez aussi conseiller municipal de votre commune. C'est juste. Et vous voudriez aujourd'hui parler de la réintégration depuis janvier 2019 des indemnités des élus municipaux, maires inclus, au revenu du foyer, ce qui fait que vous êtes imposé sur ces frais, c'est ça ? Oui, c'est une loi qui a changé au 1er janvier 2019, donc il y a un petit peu plus d'un an. Et si on prend, moi j'habite un village de moins de 3000 habitants, avec donc des rémunérations du maire, des adjoints, et pour les conseillers qui ont des délégations également des petites rémunérations, il faut savoir que c'est de l'ordre de 100 ou 200 euros
Oui, oui, on est oui. dans ce, Oui, dans ce niveau-là. c'est Et très... alors que je dirais que pratiquement on fournit la même prestation et on investit autant de temps que le ferait quelqu'un, un élu dans une ville de 20 000 habitants. Et, et les rémunérations sont extrêmement limitées. C'est de l'ordre de 100 € ou de 200 € pour des conseillers qui ont une délégation importante. J'avais, moi... Mais en attendant, du fait que c'est réintégré, ça vous fait quand même payer quelque chose sur vos impôts, c'est ça? Voilà, ça fait payer... Et là, il n'y a pas de défiscalisation possible, même si la défiscalisation, c'est mon métier. Bien. Alors, Jean-Claude Lebourg, comment peut-on vous joindre si on souhaite bénéficier de vos conseils dans l'immobilier? Eh bien, il faut taper Génip Conseil sur Google. Et puis, je suis basé à Saint-Martin-du-Tertre dans le Val d'Oise, mais ma zone de, je ne veux pas dire de chalandise, mais d'activité, c'est toute l'Île-de-France essentiellement, Paris et Île-de-France. Mais j'ai parfois des recommandations vers des gens qui habitent, un pilote de l'armée qui habite dans le sud-ouest. Oui. Je règle une partie par Internet et le reste, je me déplace avec le train. C'est vous qui vous déplacez? Je me déplace toujours chez les gens. Je ne reçois pas à mon cabinet. C'est vous qui allez vers eux. À leur domicile, puisqu'en fait, une défiscalisation, c'est un foyer fiscal. Et un foyer, c'est souvent 2 personnes. C'est monsieur, madame, la plupart du temps. Et donc, l'idéal, c'est de les voir ou le soir ou le week-end pour pouvoir les voir tous les 2 simultanément. C'est indispensable. Très bien. Il n'y en a pas un qui va prendre une décision sans l'autre. Merci Jean-Claude Lebourg, on redonnera vos coordonnées avant de nous quitter. Alors maintenant, je m'adresse à nouveau à Annabelle. Annabelle, vous, en plus des massages, vous réalisez aussi des thèmes de numérologie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, alors, c'est là aussi, vous avez dû suivre une formation, j'imagine, pour faire cette prestation? Alors oui, en fait, c'était une petite formation sur 3 week-ends. Voilà, c'était plus en supplément de mon activité parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Oui. Sans pour autant que ce soit de la voyance parce que je prétends pas l'être. Oui. Mais c'est plus voilà pour une personne qui souhaite faire son thème de numérologie. On va partir sur ses prénoms, son nom de famille, donc nom de jeune fille pour une femme mariée. Et sa date de naissance et voilà, bâtir un petit peu son chemin de vie ou des activités sur lesquelles la personne pourrait plus s'orienter si elle est en remise en question, voilà, pour lui apporter quelques réponses à des questions qu'elle pourrait avoir. Et donc, selon vous, ça vient en complément du massage, c'est-à-dire ça peut aussi soigner l'anxiété, la charge physique importante que des gens rencontrent dans leur vie au quotidien, de faire de la numérologie? Alors, peut-être pas agir sur la charge physique, mais indirectement agir un peu sur tout ce qui est angoisse. Je parle plus pour les personnes qui sont en grosse remise en question, comme moi j'ai pu l'être à un moment donné de ma vie, qui m'a poussé du coup à changer d'activité professionnelle. Il y a des personnes qui sont déjà venues me voir pour faire des thèmes, oui, pour se conforter dans des décisions qu'elles ont prises. C'est ça. Voilà, oui, dans leur vie, savoir. Ça les rassure. Ça les rassure et souvent ça tombe très très juste. C'est ça. Vous avez eu des retours à la suite de votre relation avec eux. C'est ça. Et on a parlé tout à l'heure, vous disiez que vous essayez de maintenir des prix qui sont corrects pour pouvoir répondre à tout le monde. Vous pouvez nous donner une idée de prix, une fourchette de prix des massages que vous proposez? Alors sur un massage d'1 heure, donc les massages d'1 heure que je propose, c'est le massage californien, le massage suédois et le Lemniscat, ils sont à 65 €. D'accord, oui, ça reste très... Sur un massage qui va être aux alentours d'1h30 à Oui. 1h45, ça dépend des techniques, je suis à 95 €. Oui, donc ça reste des tarifs très, très abordables. Et vous nous l'avez dit aussi, mais je le précise, vous vous exercez donc dans votre cabinet, mais aussi à domicile. Exactement. Vous n'hésitez pas à vous déplacer et dans ce cas-là, la prestation est peut-être un peu plus chère à domicile. À domicile, je demande 7 € en fait
en gros d'indemnité en plus du prix du massage. C'est vraiment pour... Enfin, ça ne va pas prendre en charge la totalité, par exemple, des indemnités kilométriques, parce que si on tombe là-dedans, on ne va pas s'en sortir au niveau des prix. Oui. Mais c'est plus pour tout ce qui est installation du matériel, transport du matériel. Voilà, c'est plus pour payer le temps. Oui, voilà. En fait, le matériel. Et vous intervenez aussi dans les entreprises? Oui, alors pour l'instant, c'est un projet que Oui. j'aimerais beaucoup développer. Parce qu'en ce moment, enfin, il y a une loi qui est passée sur tout ce qui est bien-être au travail, suite voilà, tout ce qui est risques psychosociaux, ce genre de choses. Et je suis intimement convaincue que mettre en place le bien-être dans le cadre du travail pourrait aider beaucoup de choses. Oui, on en parle de plus en plus, c'est Voilà. sûr. Ça joue sur l'absentéisme, enfin sur plein de... Oui. Ça joue sur l'absentéisme, les salariés se sentent beaucoup plus valorisés, c'est comme ça. Et ça peut aider à tout ce qui est voilà, gestion du stress pour les personnes qui sont hyper stressées dans leur travail. Ça peut aussi aider pour les personnes qui ont des charges physiques importantes. Je parle des personnes qui sont en logistique, Oui. ou, voilà, qui portent régulièrement certaines charges. Ça peut vraiment aider à calmer les tensions ou voire même à les relâcher. Et surtout sur la population des salariés qui commence à être vieillissante. Enfin, moi, je l'ai vu parce que j'ai travaillé voilà, dans beaucoup de sociétés différentes. Et c'est vrai que des personnes qui atteignent la cinquantaine ont souvent du mal, vous en parlent, m'en parler en tout cas à moi directement, de leurs problématiques voilà, liées à leur travail. Donc là, vous avez commencé à prospecter des entreprises. Comment faites-vous ? En fait, pour le moment, je me base, enfin, je m'appuie vraiment sur mon réseau professionnel. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai intégré un BNI. Donc, le mien est situé à Saint-Witz, le BNI des Chênaies. Et en fait, chaque personne dans ce réseau-là ne se fait pas de concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul masseur, un seul sophrologue, un seul plombier, etc. Et en fait, chaque membre et le commercial de l'autre. C'est ça, on va se baser sur des recommandations. Et en fait, les personnes autour de moi vont parler de moi donc à leurs clients. Et moi, je fais vous, de votre côté, faites la même chose. Très bien. Alors, si on veut vous joindre, Annabelle Couvreur, que faut-il faire? Alors, soit vous pouvez vous rendre sur le site Médoucine. Donc, dans la barre de recherche, vous pouvez taper Annabelle Couvreur. Et vous tomberez sur ma fiche assez facilement. Ou sinon sur www.belysana.fr. J'avais noté aussi le site de Medinat, c'est ça? Non, vous ne passez plus par lui? En fait, c'est mon assurance professionnelle. Ah, d'accord. C'est très important d'être assuré pour nos activités. Oui. Donc, il couvre voilà, mon activité et qui couvre aussi en responsabilité civile si une personne vient à se blesser dans mon cabinet. Je touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais voilà, il vaut mieux être prévoyant. Voilà, une personne qui a de l'huile sur les pieds, elle peut toujours chuter sur le carrelage. Ça, je fais attention à ce que ça n'arrive pas, mais voilà, je suis quand même couverte pour ce genre de choses. Très bien. Écoutez, notre émission va se terminer. Donc, ce matin, je recevais Muriel Scolan et Julien Bachard, maire sortant, et qui se présentent pour un deuxième mandat. Muriel Scolan pour la ville de Deuil et Julien Bachard pour la ville de Saint-Gratien. Donc, ils ont dû partir, bien sûr, campagne oblige. Mais je vais repasser la parole à Jean-Claude Lebourg. Si vous voulez nous faire un petit mot de conclusion, Jean-Claude. Oui, tout d'abord donner mes coordonnées de façon un petit peu plus précise. On peut me retrouver sur mon site genip-conseil.fr ou par mail avec jclebourg-genip@wanadoo.fr. Quant au mot de conclusion, je dirais que je fais assez bien la relation entre les deux maires sortants qui étaient présents ce matin et puis les gens qui travaillent comme un collègue et moi-même ici, sachant qu'on est très souvent aussi l'un et l'autre. C'est mon cas. Je suis également élu conseiller municipal avec une délégation. J'avais pour délégation
le bulletin municipal, tâche très lourde. Oui, qui revient très vite. Avec générosité et grandeur d'âme, et sans aucun regret. Et j'ai perdu 25% de mon chiffre d'affaires pendant les 6 années qui viennent de s'effectuer. Je n'ai aucun regret, je le répète, parce que c'est quelque chose de... C'est très riche, en fait. Oui. Je parlais de sacerdoce avec Julien Bachard, mais on le est un petit peu dans il existe à tous les niveaux, du maire jusqu'au plus petit conseiller. Très bien. Voilà. Merci Jean-Claude Lebourg. J'espère que nos auditeurs ont été convaincus de du bienfait de votre cabinet et auront appel à vous. Annabelle, un petit mot de conclusion également. Petit mot de conclusion. Alors, essayez toujours d'aménager des petits moments de repos dans votre vie en général, même si je sais que c'est pas très simple, mais c'est nécessaire pour pas tomber dans le burn-out ou ce genre de choses. Parce que c'est très facile de descendre, mais très dur de remonter. Vraiment. Et prenez soin de vous. Très bien. Merci beaucoup. Donc, à nos 2 candidats, je souhaite bien sûr que le meilleur gagne. Jean-Claude Lebourg et Annabelle Couvreur, je vous souhaite le meilleur pour la poursuite de votre activité. Demain, vous retrouverez Florence Sueur pour le bar de l'économie et moi, je vous retrouve vendredi pour un nouveau bar de l'économie avec encore quelques candidats. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, ça y est. Ça peut vous être utile. Merci. Ouais, super. Hier, j'étais encore en